j'attaque la correction de l'exercice 1 de la deuxième partie. Toujours pareil, si vous n'avez pas fait cette partie-là, je vous conseille de mettre en pause, la faire et revenir après pour regarder la correction. C'est toujours plus intéressant et plus pédagogique pour vous. Alors, première question, donc on a pour gérer son parc d'éoliennes, un exploitant procède à des relevés de la vitesse du vent sur l'une d'entre elles. Durant l'année 2019, ces relevés ont été effectués toutes les minutes. Donc à chaque minute, il y avait un relevé. Donc la question est, combien de relevés ont été réalisés en 2019? Bon, c'est une question classique. Alors comment on va décomposer le problème? On va supposer que pour une année, on a 365 jours. Donc en 2019, il y a 365 jours. Donc en une journée, c'est 24 heures. Et en une heure, on a 60 minutes. Donc c'est 365 fois 24 fois 60 relevés ont été réalisés en 2019. Donc soit 525 600 relevés ont été effectués. Voilà pour la première question de l'exercice 1. Passons à la question 2. Le tableau suivant donne plusieurs résultats statistiques issus de ces relevés. Donc il nous donne l'étendue, 23 mètres par seconde, la médiane, 14,3 mètres par seconde, la moyenne, 13 mètres par seconde, et le maximum de cette série, 24 mètres par seconde. Donc on a un système de relevé de vitesse du vent toutes les minutes, et donc on a une série statistique. Nous avons calculé l'étendue, la médiane, la moyenne et le maximum. Bon, c'est un exercice fait un peu à l'envers. Habituellement, on vous donne les données, et c'est à vous de calculer le maximum, enfin de relever le maximum, calculer la moyenne et la médiane, etc. Donc là, c'est un exercice qui est fait à l'envers, c'est intéressant, et donc ça vous oblige à bien comprendre de quoi il s'agit. On précise qu'une éolienne de ce parc tourne dès que la vitesse du vent atteint 3 mètres par seconde. Donc, c'est-à-dire en dessous de 3 mètres par seconde, l'éolienne est à l'arrêt. Sa puissance électrique est stabilisée ou stabilisée dès que la vitesse du vent atteint 13 mètres par seconde. D'accord? Et elle s'arrête par sécurité, je suppose, dès que la vitesse du vent est supérieure à 25 mètres par seconde. Donc, en fait, on est à l'arrêt quand on est en dessous de 3 mètres par seconde et quand on est au-dessus de 25 mètres par seconde. En dessous de 3 mètres par seconde, il n'y a pas assez de puissance pour faire tourner l'éolienne. Et 25 mètres par seconde, au-delà, on estime qu'il y a un danger. Donc, je pense que ça doit couper le moteur. Le gérant prétend que les éoliennes de son parc n'ont pas fonctionné continuellement durant l'année 2019. Donc, il prétend qu'il y a eu des arrêts. A-t-il raison? Eh bien, si je regarde, alors on va regarder l'étendue. Donc l'étendue, c'est, en revenant sur la définition de l'étendue, l'étendue d'une série statistique, c'est les valeurs maximales moins la valeur minimale. Et on sait que cette étendue est égale à 23 mètres par seconde. Or, on connaît la valeur maxi. La valeur maximale, c'est égal à 24 mètres par seconde. Donc, la valeur minimale, pour avoir 23, ça ne peut être que 1 mètre par seconde, pour avoir 23. Donc 24 moins 1 égale à 23 mètres par seconde. Or, on sait qu'à cette vitesse-là, l'éolienne est à l'arrêt, puisque c'est le premier critère. Donc oui, il a raison. Donc le gérant prétend que les éoliennes du parc n'ont pas fonctionné. Oui, il a raison, puisque pour certaines vitesses, on était en dessous. Pour certains relevés, la vitesse de l'éolienne, la vitesse du vent était en dessous de 3 mètres par seconde. On va l'écrire. Alors, je vais essayer de me faire un petit peu de place. Alors, en effet, il a raison.
car on constate que certains relevés sont compris entre 1 mètre par seconde, c'est le minimum de la série, et 3 mètres par seconde, ou sont en dessous de 3 mètres par seconde. Tout simplement dire, sont en dessous de 3 mètres par seconde. Donc, les éoliennes étaient à l'arrêt pour ces vitesses relevées. Voilà. Donc, pour des vitesses en dessous de 3 mètres par seconde, le vent ne permet pas de faire tourner la vitesse. Donc, momentanément, il y a eu des arrêts. Donc, les éoliennes n'ont pas fonctionné continuellement. Deuxième question, peut-il affirmer que les éoliennes ont délivré une puissance électrique stabilisée pendant au moins la moitié du temps? Justifié. Alors, on voudrait savoir si la puissance était stabilisée au moins pour 50% des relevés. Bien, pour qu'elle soit stabilisée, il faut que la vitesse du vent soit supérieure à 25 mètres par seconde. Dans ce genre de questions, quand on entend la moitié, il faudra penser toujours à la médiane. Donc, on va relever la médiane. Nous avons la médiane de cette série qui est égale à, donc je relève, la médiane est égale à 14,3 mètres par seconde. 14,3 mètres par seconde. Et maintenant, on sait que la puissance électrique est stabilisée au maximum pour une puissance du vent quand le vent atteint 13 mètres par seconde. La médiane était à 14,3 mètres par seconde. Et on sait que la valeur maximale de la série est égale. On sait que la valeur maximale de la série, ça a été noté ici, est égale à 24 mètres par seconde. Donc 24 mètres par seconde, on est en dessous de 25 mètres par seconde, donc c'est-à-dire elle ne s'arrêtera pas. Donc, en dessous de la vitesse maximale autorisée, par conséquent, on peut affirmer qu'au moins 50% des relevés sont supérieurs à 14,3 mètres par seconde et inférieurs à la vitesse maximale, donc qui est de 24 mètres par seconde. Alors, ce que je dis ici, c'est la définition de la médiane. Donc, la médiane, c'est 50% au moins de la série, des valeurs de la série, donc des relevés de vent, de vitesse de vent, sont supérieurs à 14,3. J'ai juste rajouté ici
est inférieur à 24 mètres par seconde, car à cette vitesse-là, l'éolienne s'arrête par sécurité. D'accord? Autrement dit, les éoliennes ont délivré une puissance électrique stabilisée. Pendant au moins la moitié du temps. J'ai relevé. Voilà. Donc, voilà donc la rédaction. Donc, du coup, on sait que la valeur maximale de la série est égale à 24 mètres par seconde. Donc, en dessous de la vitesse maximale autorisée. Par conséquent, on peut affirmer qu'au moins 50% des relevés sont supérieurs à 14,3 mètres par seconde. Ça, c'est la définition de la médiane. Et inférieur à 24 mètres par seconde. Autrement dit, les éoliennes ont délivré une puissance électrique stabilisée pendant au moins la moitié du temps, enfin la moitié du temps des relevés en fait. Voilà pour cette question. On va passer à l'exercice suivant. Alors pour l'exercice 2, on vous demande d'affirmer, d'indiquer si les affirmations suivantes sont fausses ou vraies, et on doit justifier la réponse. Alors pour l'affirmation 1, le nombre 4 700 001 est un nombre premier. Donc, je rappelle ce que c'est qu'un nombre premier. Donc, un nombre premier est un nombre d'abord entier qui possède uniquement deux diviseurs. Uniquement deux diviseurs. Un, qu'on appelle le diviseur universel, est lui-même. Donc, un nombre premier est un nombre entier, qui ne possède que deux diviseurs, qui possède uniquement deux diviseurs, un et lui-même. Ok, regardons le nombre qu'on nous donne. Est-ce qu'il est premier? Alors, premier réflexe, d'abord, c'est de regarder, est-ce qu'il est pair? Parce que le seul nombre premier pair, c'est 2. Après, tous les autres, ils sont divisibles par 2, donc ils ont un diviseur en plus, donc ils ne sont pas premiers. Donc il n'est pas pair. Après, on pourra regarder s'il est divisible par 3. Or, nous avons un critère de divisibilité par 3. Le critère de divisibilité par 3, il nous dit quoi? Il nous dit que si la somme des chiffres composant le nombre, c'est-à-dire 4, plus 7, plus 0, etc. Bon, bah, voilà, 0 4 fois, je vais l'écrire quand même pour le principe. Plus 1, si la somme de ces chiffres est un multiple de 3, c'est-à-dire divisible par 3, bah alors, le nombre, il est divisible par 3. Et ben, si vous regardez, 4 plus 7, ça fait 11, plus 1, ça fait 12. 12 est un multiple de 3. Donc, 4 700 001 est divisible par 3. Donc, il n'est pas premier. Donc, il n'est pas premier. Par conséquent, l'affirmation 1 est fausse. L'affirmation 1, une, est fausse. Voilà, donc nous avons justifié notre réponse. Très bien. Question 2.
Alors, les nombres 32 à la puissance 12 et 16 à la puissance 15 plus 3 sont-ils égaux? Eh bien là, je vais vous proposer deux méthodes pour répondre à la question. Alors, la première méthode, on peut d'abord voir que 32 à la puissance 12, on est d'accord que c'est 32 multiplié par lui-même 12 fois. Or, 32 est un nombre pair. Si vous multipliez un nombre pair par un nombre pair, vous trouverez toujours un nombre pair. Donc 32 multiplié par lui-même 12 fois est un nombre pair. Observons maintenant le deuxième nombre, 16 à la puissance 15. Pour la même raison, c'est 16 multiplié par lui-même 15 fois. Donc j'ai multiplié 16 par lui-même 15 fois. Et 16 étant un nombre pair, étant pair, donc 16 à la puissance 15 est pair. Maintenant, 16 à la puissance 15 plus 3, donc 16 à la puissance 15 est pair, 3 est impair, impair plus impair est un nombre impair. Donc, est-ce que 32 à la puissance 12 est égal à 16 à la puissance 15 plus 3? Ben non, puisque lui est pair et lui est impair. Donc, un nombre ne peut pas être à la fois pair et impair. Donc 16 à la puissance 15 plus 3 est différent de 32 à la puissance 12. Voilà. Alors, une autre méthode, donc là, l'affirmation, donc c'est faux. Donc l'affirmation 2 est fausse. La deuxième affirmation est fausse. Alors, maintenant, on va essayer de le faire avec la deuxième méthode. La deuxième méthode, elle va consister à décomposer les nombres pour essayer de les comparer. Donc, je vais commencer par le 32 à la puissance 16, à la puissance 12, pardon. Alors, je vais l'écrire en puissance, en décomposant le 32 en 2 fois 16 et en mettant la puissance 12. Et maintenant, je sais que quand j'ai un produit a fois b à la puissance n, je peux l'écrire a à la puissance n fois b à la puissance n. Donc, je vais avoir 2 à la puissance 12 fois 16 à la puissance 12. Et je vais le laisser comme ça pour le moment. Maintenant, je vais m'attaquer au deuxième. Alors, 16 à la puissance 15 plus 3. Alors, déjà, je vois que je ne peux pas l'écrire sous cette forme-là. Mais on va essayer de s'y approcher le plus. Donc, 16 à la puissance 15, je vais l'écrire, parce que c'est le 3 qui pose problème. Je vais l'écrire en 16 à la puissance 12 multiplié par 16 à la puissance 3, puisque il faut que je fasse apparaître ce 16 à la puissance 12. Et puis, je vais rajouter 3. Bon, j'avance pas mal là. Alors maintenant, on va essayer de voir le 16, comment on peut l'écrire en puissance de 2. Donc, si vous regardez, 2 fois 2 fois 2 fois 2, 2 fois 2 fois 2 fois 2, c'est 4 fois 2, 8 fois 2, 16. Donc ça, c'est 16 qui est égal à 2 à la puissance 4. Donc, ça veut dire que je peux écrire le 16, 2 à la puissance 4, et le tout à la puissance 3. Bien sûr, le point c'est 1 fois 16 à la puissance 12, plus 3. Point. On peut écrire un point à la place de fois, c'est pareil. Alors, 2 à la puissance 4 à la puissance 3 fois 16 à la puissance 12. Donc maintenant, je vais appliquer une deuxième propriété de la puissance, c'est que si j'ai a à la puissance n
le tout à la puissance m, je peux l'écrire a à la puissance n fois m, c'est-à-dire à la puissance nm. Donc, je vais multiplier les exposants. 2 à la puissance 12 fois 16 à la puissance 12 plus 3. Alors, regardez ce qu'on obtient. Eh bien, ça, c'est tout simplement 32 à la puissance 12 plus 3. Donc, 16 à la puissance 5 plus 3 n'est pas égal à 32 à la puissance 12, mais égal à 32 à la puissance 12 plus 3, ce qui vient donc confirmer le résultat qu'on a déjà donné, c'est-à-dire que l'affirmation 2 est fausse. Voilà pour la deuxième méthode. Donc, je vous conseille quand même de bien connaître les deux méthodes. La première méthode est rapide, parce qu'on compare, on regarde la parité, donc c'est un réflexe aussi à avoir, qu'il faudrait bien avoir. Mais c'est bien de connaître aussi les règles de puissance, parce que ça aide quand on ne voit pas tout de suite les petits raccourcis. Pour l'affirmation 3, la somme des carrés de deux nombres entiers naturels consécutifs est toujours un nombre impair. Bon, c'est long à dire, mais c'est pas compliqué à faire, à traiter. Donc on a la somme des carrés, on va s'attaquer à des carrés, de nombres entiers naturels consécutifs. Alors qu'est-ce que c'est qu'un entier d'abord? N, un entier, ok. Consécutif. Bon, alors si n est un entier, l'entier consécutif à n, ça sera n plus 1. Donc n plus 1 et n sont deux entiers consécutifs qui se suivent. OK. Eh bien, quand on élève au carré, la somme des carrés est toujours un nombre impair. Bon, on va élever au carré. N au carré plus le carré du deuxième. N plus 1 au carré. N au carré plus N plus 1 au carré. Là, on va appliquer les identités remarquables. Pour que ceux qui ont oublié les identités remarquables, je les invite à regarder sur ma chaîne les identités remarquables, les vidéos consacrées au développement et aussi à la factorisation. Alors, du coup, n au carré, celle-là, c'est sous la forme de a plus b au carré. Donc, a plus b au carré, c'est a au carré, qui est n, plus 2ab, c'est 2 fois n fois 1, puisque a, c'est ça, et b, c'est 1, plus n au carré, plus b au carré, qui est égal à 1. Donc, a plus b au carré, c'est a au carré, pardon, plus 2ab plus 1. On va réduire. Donc, n carré plus n carré, c'est 2n au carré, plus 2n plus 1. On va maintenant factoriser. L'idée, en fait, c'est de trouver à la fin un nombre pair ou un nombre impair. Donc, on va factoriser. Le 1, on va le laisser de côté. Peut-être qu'il va nous aider à faire sortir un nombre impair. En effet, si vous mettez 2 en facteur, là, ça sera n au carré plus n, plus 1. Ce nombre-là, c'est un multiple de 2, donc il est pair. Si je rajoute 1 à un nombre pair, eh ben, j'obtiens un nombre impair. Donc, 2n au carré, 2 facteurs de n au carré plus n plus 1, ça, c'est un nombre impair. D'accord? Donc, ça, c'est bien m. Donc, l'affirmation 3 est vraie. Et nous avons justifié. Alors, je rajoute quand même deux éléments. Alors, dès qu'on vous parle d'un nombre pair, donc essayez de l'écrire sous cette forme-là. Si m est pair, il va s'écrire sous la forme de 2 fois p, avec n et p, deux entiers naturels. N, grand N ici, désigne l'ensemble des entiers naturels. On peut même dire qu'ils appartiennent à Z, c'est-à-dire l'ensemble des entiers naturels, les entiers relatifs. C'est valable aussi.
Et si n est impair, il va s'écrire sous la forme de 2 fois P plus 1. Donc ici, n est pair, dans ce cas-là. Et dans le deuxième cas, il est impair. Voilà, ça vous permet d'avoir des révisions sur l'arithmétique, la partie arithmétique qui est très très importante en mathématiques et notamment en école primaire parce que vous faites finalement que de l'arithmétique, beaucoup d'arithmétique, on va dire, pas que, mais beaucoup d'arithmétique. L'affirmation 4, c'est une question classique. Nous avons un triangle ABC. Alors, je vous conseille de faire un petit croquis histoire de visualiser ce que vous faites et mieux voir les choses. Donc, avec AB égale 6,4, BC égale 4,8 et AC égale 8 mètres, et on affirme qu'il est rectangle en B. Donc, je vais mettre mon point B ici, avec un point d'interrogation, est-ce qu'il est rectangle ou pas? Et je mets les autres points, donc par exemple le A ici et C ici. C'est le pas à l'échelle, hein, donc on s'en fiche un petit peu. AB, 6,4 mètres, BC, 4,8 mètres, et AC, 8 mètres. Est-ce qu'il est rectangle? Eh bien là, on va utiliser la réciproque du théorème de Pythagore. Alors, pour la réciproque, c'est facile. Vous regardez le côté le plus grand. Donc, AC est le côté le plus grand du triangle. Donc, on l'a repéré. Donc, on va calculer AC au carré, c'est-à-dire 8 au carré, 64 et mètres carrés, puisque l'unité, c'est des mètres ici. Eh bien, on a calculé pour AC, donc maintenant, on va sommer, additionner les carrés des deux autres côtés. Donc, AB au carré, plus BC au carré, il nous fait 6,4 au carré, plus 4,8 au carré. Et si on fait bien les calculs, on va trouver 64 mètres carrés. Donc, AB au carré plus BC au carré, c'est bien égal à AC au carré. D'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle ABC est rectangle en B. L'affirmation 4 est donc vraie. Je finis avec une petite parenthèse sur le raisonnement. Alors, qu'est-ce que c'est que la réciproque du théorème de Pythagore? En fait, le théorème de Pythagore est d'abord presque tout. On peut lire tous les théorèmes dans les deux sens. Ils sont vrais dans un sens, mais pas forcément vrais dans l'autre sens. Donc, le sens direct, ce qu'on appelle le sens direct ici du théorème de Pythagore, c'est que si j'ai un triangle ABC rectangle en B, je vais avoir donc le côté opposé à l'angle droit, c'est-à-dire qu'il ne contient pas B, AC au carré, va être égal à le carré de ce côté-là, va être égal à BA au carré, plus BC au carré. Et ce côté-là, on l'appellera l'hypoténuse. OK, donc ça, c'est le sens direct. Maintenant, si je lis dans l'autre sens, et si c'est vrai, si c'est vérifié, donc ça, c'est le sens indirect qu'on appelle la réciproque. C'est ce qu'on a vu dans cet exercice. On a remarqué que AC au carré égale à BA au carré plus BC au carré est vrai. Donc, ABC est rectangle en B en appliquant la réciproque du théorème de Pythagore. Alors maintenant, si j'ai AC au carré qui n'est pas égal,
ça peut arriver, si j'avais ça, plus BC au carré. Eh bien, je pourrais dire pareil, hein, donc ça, donc le triangle ABC n'est pas rectangle en B, donc le triangle ABC n'est pas rectangle, ce qui n'est pas le cas de l'exercice en B, et ça, donc, ce n'est pas d'après la réciproque, mais c'est d'après la contraposée. D'accord? Donc, c'est une contraposition. Donc, en termes de logique, on n'a pas le droit de parler de réciproque, puisque la réciproque ici suppose que c'est vrai, en fait. Hein. Donc, ici, si on prend la négation de ça, on est dans la contraposition, donc d'après la contraposée du théorème de Pythagore, du coup. Zut. Donc, de Pythagore. Eh bien, je vous dis à très bientôt. J'espère vous revoir le plus rapidement possible. Et si vous avez des commentaires à faire, n'hésitez pas à les faire et me solliciter pour d'autres vidéos. Merci à vous et à très bientôt. Au revoir.